En 1999, un mec de 34 ans démissionne du job le mieux payé de la Silicon Valley pour lancer sa boîte depuis un appartement d'une pièce à San Francisco. Tous les investisseurs qu'il va voir lui disent non. Littéralement tous. Lui-même dira plus tard qu'il se sentait comme un mendiant high-tech. 25 ans plus tard, sa boîte pèse 35 milliards de dollars par an. Elle a créé à elle toute seule une industrie entière. Celle dans laquelle bossent aujourd'hui Figma, Canva, Slack, HubSpot et à peu près toutes les startups que tu connais. Cette industrie, elle a un nom. Elle s'appelle le SaaS. Et c'est probablement le modèle le plus économique, le plus puissant inventé ces 30 dernières années. Mais ce qui va vraiment t'intéresser, surtout si toi aussi tu penses à lancer un truc en solo un jour, c'est pas comment il a réussi, c'est comment il a survécu. Parce que dans cette histoire, il y a une stratégie de guérilla marketing qui devrait être enseignée dans toutes les écoles. Il y a une trahison qui va te retourner. Et surtout, 3 leçons concrètes que tu peux appliquer dès cette semaine si tu as une idée qui te trotte dans la tête. L'histoire de Marc Benioff, c'est pas juste une histoire de start-up. C'est le manuel de guerre du solopreneur moderne. Et on commence maintenant. Point 1, le contexte, le monde du logiciel avant 1999. Pour comprendre pourquoi ce que Benioff a fait était dingue, faut se remettre dans le contexte. On est en 1998, Internet commence à peine à devenir grand public, Google a été fondé il y a 3 mois, Amazon vend essentiellement des bouquins, et dans le monde du logiciel d'entreprise, c'est l'âge de pierre. Imagine un peu la scène. T'es patron d'une PME de 200 salariés, tu veux un CRM, un logiciel, pour gérer tes clients. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles Sibyl System d'Oracle, le roi incontesté du CRM, avec plus de 80% des parts. Et là, faut t'accrocher. Première étape, tu signes un chèque entre 500 000 et 2 millions de dollars. Deuxième étape, tu achètes des serveurs physiques pour ton bureau. T'ajoutes donc encore une fois 50 000 balles. Troisième étape, t'embauches 2 ou 3 personnes à temps plein juste pour installer ce truc. Puis, tu attends pendant 18 mois, parfois même 2 ans. Et la meilleure dans tout ça, c'est que selon une étude Gartner de l'époque, entre 55% et 75% de ces projets CRM échouaient. Plus d'une fois sur 2, tu balançais plus de 2 millions à la poubelle. Le pire dans tout ça, c'est que tout le monde trouvait ça normal. C'était comme ça, Oracle, SAP, Siebel, tous les géants avaient construit leur empire sur ce modèle-là. Des contrats énormes déployés dans la douleur et renouvelés parce que tu étais trop coincé pour partir. Et c'est ce monde-là que Benioff regardait tous les jours depuis son bureau chez Oracle. C'était un monde qui attendait quelqu'un pour le faire exploser. Point 2, le personnage. Qui est Marc Benioff avant Salesforce? Maintenant, il faut qu'on parle du mec. Parce que Marc Benioff, c'est pas un gars sorti de nulle part. C'est un personnage qu'on dirait écrit par un scénariste d'Hollywood. À 15 ans, il code des jeux vidéo dans sa chambre et il les vend par correspondance. 75 $ pièce et il gagne tellement d'argent qu'il paye ses études en cash à 15 ans. Pendant ses études, il décroche un stage chez Apple en 1984 dans la division Macintosh. Il a alors 19 ans et dans les couloirs, il croise un mec qui obsède sur chaque détail, qui veut que tout soit parfait, Steve Jobs. Cette obsession pour le client, Benioff va la garder toute sa vie. Alors, en 1986, il sort de ses études et il entre chez Oracle. Et là, c'est dingue, à 23 ans seulement, il est Rookie of the Year et à 26 ans, il est le plus jeune vice-président de l'histoire d'Oracle. Son salaire, plus d'1 million de dollars par an en 1990, donc t'imagines un petit peu un gamin de 26 ans qui gagne ça il y a alors 35 ans. Sans l'inflation, sans la flambée des prix, etc. Incroyable, ça doit correspondre à 5 ou 10 millions aujourd'hui. Bref, de là, il construit une relation père-fils avec Larry Ellison, le PDG alors d'Oracle, mentor, modèle, presque une famille. Donc, on se pose la question, à 31 ans, qu'est-ce qu'il a? 1 million par an, le mentor le plus puissant de la tech, il est le chouchou d'Oracle, sur le papier, c'est jackpot. C'est exactement la vie que 99% des gamins qui rêvent de la tech voudraient avoir. Sauf qu'il y a un problème. Marc Benioff, à 31 ans, millionnaire, VP d'Oracle, il s'ennuie. Il sent qu'il est passé à côté de quelque chose, que le monde change autour de lui, qu'Internet explose, qu'Amazon décolle et que lui, pendant ce temps, il vend des bases de données sur CD-ROM à des banques. Il y a un truc qui cloche pour lui et ça va le pousser à faire le geste le plus fou de sa carrière.
Point numéro 3, le déclic, le sabbatique en Inde et à Hawaï. Un jour, en 1996, Benioff rentre dans le bureau d'Ellison et lui dit « Larry, j'ai besoin d'une pause. 3 mois, je vais partir. » Dans la Silicon Valley des années 90, demander un sabbatique quand t'es VP, c'est suicidaire. Sauf qu'Ellison dit oui. Il lui dit « Vas-y, mais tu reviens. » Benioff fait donc ses valises, ce sera pas les Bahamas, ce sera le sud de l'Inde et il va voir une figure spirituelle qu'on appelle Amma. Mata Amritanyadamayi, désolé pour le nom, elle est célèbre pour serrer les gens dans ses bras pendant des heures et quand vient son tour, elle lui chuchote en gros « Ne cherche pas à arrêter de gagner de l'argent, mais sers-toi de cet argent pour le faire bien. » 30 secondes et apparemment ça reprogramme quelque chose dans sa tête. C'est lui-même qui le raconte dans son livre Behind the Cloud, que je te conseille évidemment. Mais le déclic business, il vient pas de l'Inde, il vient de Hawaï. En fait, après ça, il a loué une petite maison face à l'océan où il médite, il fait du yoga, il décroche complètement. Et un matin, sur la plage, son cerveau commence à voir des choses différemment. Il pense à Amazon, comment on peut acheter un livre en 3 clics. Il se pose aussi la question qui va valoir 250 milliards de dollars plus tard. Pourquoi le logiciel d'entreprise, c'est pas comme Amazon? Alors dit aujourd'hui, c'est tellement bête, c'est tellement évident, et pourtant, en 1996, par lui, personne ne se la pose. Tout le monde dans la Silicon Valley est encore en train de réfléchir comment vendre des CD-ROM plus chers. Et Benioff, sur sa plage, il se dit, le futur du logiciel, c'est pas un produit qu'on achète, c'est un service qu'on utilise. Et il prend un carnet, il écrit 3 mots qui vont devenir le slogan de guerre de sa boîte, « The End of Software ». 3 mois plus tard, il rentre à San Francisco avec dans sa tête le plan le plus dingue de sa génération, sauf qu'il y a un problème. Personne, mais alors personne ne croit en lui. Point 4, le lancement, l'appart de San Francisco. Benioff rentre à Oracle, il a son idée. Et il fait quoi? Il démissionne tout de suite? Non. Pendant 2 ans, il continue à bosser chez Oracle, à toucher son million par an, et en parallèle, le soir, en side project, il commence à construire Salesforce dans un appartement à San Francisco donc. Donc là, première leçon, le mec n'a pas tout lâché du jour au lendemain comme dans les films. Il a fait un side project, comme je l'ai dit, il a continué à toucher son salaire à côté pendant qu'il construisait son truc. Même s'il aurait pu arrêter et être bien financièrement, il a continué. Il recrute avec lui 3 ingénieurs splendides, Parker Harris, Dave Moelenoff et Frank Dominguez. À 4, dans un appart d'une chambre, il commence à coder Salesforce. Maintenant, parlons d'argent. Benioff et ses associés mettent 500 000 $ de leurs économies. Et puis là, il fait un truc de dingue, il va voir Larry Ellison, son patron, le mec dont il s'apprête à concurrencer. Il dit « Larry, je lance un truc à côté, est-ce que tu veux investir ?» Et là, Larry, après mûre réflexion, il dit oui et il met 2 millions de $ personnellement dans Salesforce. Il autorise donc Benioff à continuer de bosser chez Oracle pendant 1 an et de faire son side project à côté. 500 000 plus 2 millions, ça fait 2,5 millions et ben c'est pas suffisant. Pour vraiment décoller, il faut lever de la vraie thune et c'est là que Benioff prend la plus grande claque de sa carrière. Il descend Sand Hill Road, la rue la plus mythique de la Silicon Valley où sont basés tous les grands fonds des VC. Pitch, refus, pitch, refus, pitch, refus, tous lui disent la même chose. Marc, ton idée, elle est nulle. Aucune entreprise va vouloir donner ses clients à quelqu'un d'autre sur un site web, c'est juste pas sécurisé et ça va à l'encontre totale de la logique d'une entreprise. Ça, c'est Benioff lui-même qui le raconte dans une interview à TechCrunch en 2018. Il a une phrase qui claque, il a dit qu'il avait l'impression d'être un mendiant high-tech. Le gars qui touchait 1 million € par an chez Oracle 6 mois plus tôt. Mais Benioff n'abandonne pas, il change de stratégie, si les VC ne veulent pas, il ira voir des particuliers. Et un par un, il les convainc, Hal C. Minor, le fondateur de CNET, d'autres encore, et au final, il lève 17 millions de $ en 1999. Mais pas un seul dollar qui vient des fonds des VC, tout en argent privé. Et c'est presque mieux comme ça, sans VC au capital, Benioff garde le contrôle total. Il peut prendre des risques de fou et c'est ce qu'il va faire. Parce que pour vendre contre un mastodonte comme Siebel qui a 5000 employés et 80% du marché, il va falloir une stratégie tellement folle que personne ne l'a vu venir.
Point 5, la guerre marketing, the end of software. On est en début 2000, Salesforce a une vingtaine de personnes et en face Siebel, 5000 employés. 2 milliards de revenus, 80% du marché du CRM mondial. Et pour Tom Siebel, le fondateur, Salesforce, c'est une mouche. Alors posons-nous la question, à la place de Benioff, qu'est-ce qu'on ferait? On ne peut pas l'attaquer en face, on n'a pas de budget TV, pas de réseau commercial, qu'est-ce qu'on fait? Ce que Benioff comprend, c'est qu'il ne peut pas gagner la guerre du produit. Mais il peut gagner la guerre des récits, la guerre dans la tête des gens. Et pour qu'on parle de toi quand t'es minuscule, faut faire un truc tellement spectaculaire que les gens peuvent pas faire autrement que d'en parler. Et c'est là qu'il sort le coup le plus génial de l'histoire marketing de la tech. En février 2000, Siebel organise sa grande conférence annuelle à San Francisco. 4000 participants, des journalistes de Wall Street Journal, du New York Times, de Forbes, tous sont présents. Sauf que le matin de l'ouverture, devant le centre des conférences, il y a une foule de manifestants. Avec des pancartes No Software, End of Software, ils chantent des slogans, et donc les journalistes s'approchent et demandent « Vous protestez contre quoi ?» Les manifestants répondent « Les logiciels d'entreprise, ce sont des arnaques. C'est trop cher, c'est trop long, le futur c'est Salesforce. » Et c'est là le coup de génie, parce que non, ces manifestants ne sont pas des vrais. Tous sont des acteurs. Benioff a embauché une boîte de figuration, leur a donné un script et les a lâchés comme ça devant la conférence de son concurrent. Mais ça s'arrête pas là. Il loue tous les taxis qui circulent autour du centre, il paye les chauffeurs et il leur fait afficher une pub Salesforce sur le toit. Donc tu sors de la conférence de Siebel, tu hailes un taxi et tu tombes sur la pub No Software. Et puis le coup final, il organise lui-même sa propre conférence anti-Siebel à 2 blocs de la vraie, avec un buffet gratuit et une fausse cérémonie funéraire pour le logiciel traditionnel. Un vrai cercueil avec un CD-ROM dedans, avec une marche funèbre. Le résultat, c'est que le lendemain, devinez qui fait la une des journaux, c'est pas Tom Siebel, c'est Benioff et son cirque. Forbes en parle, Wired en parle, CNET fait un dossier de 3 pages. Du jour au lendemain, le monde de la tech connaît le mot Salesforce. Quelques dizaines de milliers de dollars, des figurants, de taxis, il a volé la scène à un mastodonte 100 fois plus gros que lui. Le truc à retenir, c'est que Benioff savait qu'il ne pouvait pas gagner la guerre du produit, alors il a déplacé le terrain. Il a transformé son désavantage, sa petitesse, en avantage. Parce que personne ne se passionne pour le combat entre 2 géants. Mais le combat entre David et Goliath, ça fait vendre. Et c'est pour ça que 25 ans plus tard, on enseigne encore ce coup-là dans les écoles de marketing. Point 6, le modèle, le génie, c'est pas la tech, c'est le business model. Maintenant, il faut qu'on parle du vrai cœur du sujet. Parce que si aujourd'hui Salesforce vaut 250 milliards, c'est pas grâce au coût marketing en lui-même. C'est à cause d'une seule chose, et c'est probablement la leçon la plus importante de cette vidéo. Le génie de Benioff, c'était pas la techno, c'était le business model. Techniquement, qu'est-ce qu'a fait Salesforce en 1999? Un logiciel accessible par un navigateur. C'est tout. La techno existait déjà, il y avait même eu d'autres tentatives avant, NetSuite qui avait été lancé en 1998 et qui faisait à peu près la même chose, mais personne ne s'en souvient. Pourquoi? Parce que la révolution, c'était pas dans le code, c'était dans le contrat. En 1998, tu achètes un logiciel pour ta boîte. Tu négocies un deal énorme, tu achètes une licence perpétuelle. Tu payes 1 million de dollars et tu as le droit d'utiliser le logiciel pour toujours. Mais tu es aussi propriétaire de tous les emmerdements. Serveur, IT, maintenance annuelle, tu es coincé pour 10 ans. Benioff, lui, il arrive et il dit « Et si on faisait l'inverse ?» Tu payes plus de licence, tu loues à l'usage. 65 dollars par utilisateur par mois. Pas de serveur, pas d'IT, pas de mise à jour à faire et tu peux annuler en plus de ça quand tu veux. Mon slogan pour résumer, no software, no contracts, no risk. Alors on se remet dans le contexte et on se demande qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un patron en 1999. Au lieu de signer un chèque d'1 million et de prier, on peut essayer ça demain pour 65 €. Et si ça me plaît pas, j'arrête. Il n'y a aucune comparaison possible. Mais ce qui ressemble à un cadeau pour le client est en fait une machine à fric pour Salesforce. Dans l'ancien modèle, il faut trouver des clients perpétuellement, année après chaque contrat. Mais dans le modèle de Benioff, tu vends 65 dollars par mois par utilisateur,
Une boîte de 100 personnes, ça fait 78 000 $ par an. Et sur le moment, c'est beaucoup moins. Mais ce client, tu as 90% de chances qu'il soit toujours là dans 5 ans. Et chaque mois, le cash, il rentre. Donc la lifetime value, ce qu'on appelle, est beaucoup plus élevée qu'un client avec l'ancien modèle. Au lieu d'un revenu fluctuant, tu as un revenu prévisible. Au lieu d'une trésorerie en montagne russe, tu as une croissance assez lisse. Au lieu d'un business stressant, tu as une machine à cash. Le truc que Benioff a inventé en 99, ça a un nom aujourd'hui, ça s'appelle le MRR pour Monthly Recurring Revenue. Le MRR, c'est devenu la métrique numéro 1 de toute startup tech moderne. Les outils que tu utilises aujourd'hui, Notion, Spotify, Netflix, Figma, Canva, ChatGPT, Adobe, ils ont tous un truc en commun. Tu payes au mois. Sans exception, et 25 ans plus tard, le playbook de Benioff s'applique encore. C'est pas un produit qu'on achète, c'est un service qu'on utilise. On continue, on est en 2004 et Salesforce entre en bourse, une IPO à 110 millions de dollars et tout le monde dans la Silicon Valley qui se foutait gentiment de Benioff, 5 ans plus tard se met à le copier. Victoire. Mais avant qu'on parle de cette explosion, il faut qu'on revienne sur un truc personnel parce que pendant que Benioff devenait milliardaire, sa relation avec Larry Ellison virait un peu au cauchemar. Point numéro 7, la trahison. Souviens-toi qui a cru en Benioff dès le départ. Larry Ellison. Le mec qui lui a accordé son sabbatique, le mec qui a mis 2 millions personnels dans Salesforce. Et pour Benioff, ce n'était pas juste un investisseur, c'était une figure un peu paternelle. Au début, tout va bien. Ellison est au board de Salesforce, les deux boîtes coexistent. Oracle vend du logiciel traditionnel aux grandes entreprises et Salesforce vend du cloud aux PME. Mais il faut dire un truc, c'est que Salesforce grossit très vite. Et un jour, Benioff découvre un truc qui le glace. Oracle est en train de développer son propre produit cloud. Pire, Oracle investit dans des startups qui sont des concurrents directs de Salesforce. Le mec qui pilote ça, c'est Ellison, son mentor, celui qui siège au board de Salesforce et qui a accès à toutes les informations stratégiques. Est-ce que tu te rends compte un peu de la position de Benioff, son père spirituel qui finance ses concurrents depuis le board de sa boîte? Benioff décide donc d'aller lui parler et de lui demander ce qui se passe, et en lui disant qu'il ne peut pas être au board de sa boîte et financer ses concurrents en même temps. Il lui donne un dilemme et lui demande de choisir. Ellison lui répond que Oracle, c'est son bébé. Et Oracle ira dans le cloud coûte que coûte. Soit tu acceptes, soit nos chemins se séparent. Ce qu'a fait Benioff, c'est qu'il a viré Ellison du board. Lui, le petit, qui vire Ellison le géant, il garde ses parts. Il continue à toucher donc la plus-value pendant que Salesforce explose tout en bourse. Et c'est donc là que va durer une rivalité qui va durer 20 ans. Ellison, dans une keynote en 2008, prend le micro et dit « Le cloud, c'est juste de la vapeur d'eau. C'est n'importe quoi. » Benioff contre-attaque dans toutes ses interviews en disant qu'Oracle est un dinosaure. Ton mentor d'aujourd'hui peut être ton concurrent de demain. C'est pas cynique, c'est réaliste et au lieu de pleurer à la trahison, Benioff a transformé Ellison en carburant. 25 ans plus tard, Oracle est devenue elle-même une boîte cloud. Ils ont fini par copier exactement ce qu'Ellison disait être de la vapeur d'eau. Avec 20 ans de retard certes, mais pendant ce temps, Salesforce est devenue plus grosse qu'Oracle en valorisation et ce, à plusieurs reprises. Point 8, l'effet domino, comment Salesforce a créé toute l'industrie du SaaS. Maintenant, prenons du recul parce qu'il y a un truc beaucoup plus grand qui se passe en parallèle. Tous les outils que tu utilises au quotidien, donc on va pas les reciter, mais Notion, Stripe, Shopify, Zoom, Figma, Canva, etc. T'en as combien? Une vingtaine, une trentaine? Tu payes tout au mois. Tu te connectes via un navigateur et tu peux annuler quand tu veux. C'est mis à jour automatiquement. Et l'intégralité aujourd'hui de ton environnement de travail moderne, c'est du SaaS. C'est le modèle Benioff. Chaque minute de ta journée est en train de payer des descendants de Salesforce. En 2005, il y a un truc encore plus dingue, c'est que Salesforce lance AppExchange. C'est une plateforme où des développeurs externes peuvent créer leur propre application qui s'intègre à Salesforce. C'est un peu comme un App Store, sauf pour les entreprises. Mais il faut se remettre dans le contexte, on est actuellement en 2005. L'iPhone n'existe même pas encore.
l'App Store d'Apple sortira 3 ans plus tard. Et Steve Jobs a dit lui-même à Mark que l'App Exchange c'était génial et qu'il va s'en inspirer pour l'App Store. Bref, le mec était littéralement précurseur. Il a inventé le modèle qui a créé Salesforce à 250 milliards, le SaaS. Et accessoirement, il a inspiré le modèle de l'App Store qui a rapporté des centaines de milliards à Apple. Et malgré l'IA, le truc qui doit nous faire réfléchir, c'est que ce marché-là est encore en pleine croissance. La majorité des études prédisent qu'il va encore doubler dans les 7 à 10 ans qui viennent. Les Salesforce, les Slack, les Notion de demain, ils existent tout simplement pas encore. Ils sont en train d'être codés en ce moment même par des gens comme toi, comme moi. Et ça nous mène pile à la dernière partie parce que la vraie question, celle qui doit te tarauder aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Première leçon, c'est la friction que tu ressens, c'est peut-être un marché. Benioff n'a pas inventé Salesforce dans une grotte. C'est sa frustration personnelle après 13 ans chez Oracle qui est devenue son idée business. Brian Chesky de Airbnb, il ne pouvait pas payer son loyer à San Francisco. Drew Houston de Dropbox, il oubliait sa clé USB en allant chez sa copine. Stuart Butterfield de Slack, il en avait marre des outils internes pour communiquer avec son équipe. Donc la question à te poser dès cette semaine, c'est qu'est-ce qui me saoule dans mon job depuis des années? Quelle est l'absurdité que tout le monde accepte parce que c'est comme ça? Et la plupart des gens cherchent l'idée en regardant ce qui marche déjà. C'est peut-être l'erreur, faut chercher ce qui te rend dingue. Tes problèmes en fait sont ceux de millions d'autres personnes, mais qui sont muettes, en ligne en tout cas, ou qui en parlent moins parce qu'elles y sont résignées. Deuxième leçon, tu gagnes d'abord dans la tête des gens, pas dans le code. Souviens-toi de Benioff, face à Siebel, ils étaient 20 employés contre 5000 et il a gagné parce qu'il a compris que le combat ne se jouait que dans la tête des décideurs, dans les magazines et pas dans les fonctionnalités, en tout cas pas dans un premier temps. Si tu décides de te lancer, c'est pareil, tes concurrents auront toujours plus de fonctionnalités. Mais ce que tu peux avoir, c'est un meilleur récit, un meilleur positionnement. Donc avant de coder ton SaaS, avant de lancer ton service freelance, tu dois pouvoir répondre à une seule question. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est différent? Et si tu peux pas, t'as pas un problème de produit, tu as un problème de positionnement. Benioff avait sa phrase « No software », 2 mots, et tu dois donc trouver la tienne. Troisième leçon, le business model est beaucoup plus puissant que la techno. Benioff n'a pas inventé une techno révolutionnaire. Il a pris une techno qui existait déjà et il a inventé une nouvelle manière de le vendre. Abonnement mensuel, sans engagement, c'est ça la vraie révolution. Donc c'est pas le code, c'est pas le contrat. Et donc t'as pas besoin d'inventer la prochaine intelligence artificielle pour réussir. La preuve avec OpenClaw, c'est la même chose, il s'est basé dessus et il en a fait son propre produit et vendu différemment sur un positionnement différent. Ce que tu dois inventer, c'est la manière dont les gens achètent et utilisent ce que tu fais. Voilà, c'était l'histoire de Mark Benioff, le mec qui, depuis un appartement d'une chambre à San Francisco, a inventé un modèle économique qui pèse aujourd'hui plus de 300 milliards de dollars par an. C'est aussi le mec qui a humilié un géant 250 fois plus gros que lui avec des faux manifestants et des taxis. Le mec qui s'est fait trahir par son propre mentor et qui en a fait son carburant. Mais surtout, le mec dont l'histoire prouve une chose, c'est que t'as pas besoin d'être un génie pour changer une industrie. T'as besoin juste d'être obstiné, malin, de savoir ce que tout le monde a sous les yeux mais que personne ne regarde. Et donc maintenant, la balle est dans ton camp. Si toi aussi tu as une frustration qui te tape sur le système depuis des décennies, c'est probablement là que se trouve ton Salesforce à toi. Et si tu as déjà une idée et que tu te demandes par où commencer concrètement, avant que tu partes, j'aimerais connaître ta friction, le truc qui te rend fou dans ton job ou pas, ou dans ta passion depuis des mois, des années. Et je serais ravi de te conseiller là-dessus parce qu'à mon avis, dans cette phrase, il y a déjà 80% de l'idée de business. Je lis tout, je réponds, et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, du divertissement, de la motivation, like, abonne-toi, parce que je suis nouveau et ça apporte beaucoup de force, et de la motivation parce que ça prend beaucoup de temps à faire ce genre de vidéo. Alors je te remercie d'avance et on se voit très vite.